Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce nouveau Community Talk spécial confinement. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Skanda Hipour et Martin Verlaine, tous les deux très actifs au sein d'une communauté qui s'appelle WeShare, qui vont nous présenter par la suite. Pour rappel, donc les Community Talks ont pour objectif de présenter et de valoriser les communautés professionnelles qui, pour nous, chez Superconnecteur, que l'on estime qu'elles ne sont pas assez mises en avant. Ces communautés, ce sont de véritables nœuds économiques et d'échanges pour faciliter l'entraide notamment, mais pas que. Superconnecteur, c'est une application de networking professionnel pour les communautés, clubs d'alumni, associations professionnelles, clusters, etc. Que nous sommes en train justement de lancer depuis très peu de temps. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez tester jusqu'à la fin de l'année gratuitement Superconnecteur pour animer votre communauté et valoriser les interactions. N'hésitez pas à nous contacter directement, ce sera avec grand plaisir. Bonjour Skanda et bonjour Martin. Merci Damien. Bonjour Damien. Merci de participer à ce nouveau Community Talk spécial confinement sur la thématique de comment animer une communauté en période de crise notamment, puisque c'est un petit peu le sujet du moment. Et vous avez une véritable expertise chez WeShare que moi j'ai découvert il y a quelques mois lorsque j'ai eu le plaisir d'assister et de participer à une formation assurée par Martin justement sur le community building, absolument passionnant. Et ils ont accepté de prendre 45 minutes avec nous aujourd'hui pour vous partager les bonnes pratiques autour de l'animation de communauté, quel que soit le stade de votre communauté, et plus particulièrement comment est-ce qu'on peut transposer ça à une animation de communauté en période de confinement et en période de crise même plus largement. Martin, je vais te laisser commencer pour te présenter et puis on va ensuite continuer avec Skanda. Merci encore à vous deux de participer aujourd'hui à ce Community Talk. Eh ben, merci à toi de nous accueillir et puis bonjour à l'ensemble des participantes et des participants. Alors je me présente, je m'appelle Martin Verlaine. Ça fait une dizaine d'années en fait que je travaille dans le domaine du conseil en organisation et en management. Les 5 premières années de manière relativement classique, à faire des réorganisations dans des entreprises. Et depuis 5 ans, j'ai rejoint WeShare. Donc, on va expliquer dans un instant ce qu'est WeShare, mais un collectif assez original justement par son caractère communautaire, mais aussi par son organisation extrêmement distribuée. Fort de cette expérience, on va dire, il y a 2 ans, j'ai co-créé avec 5 autres personnes une structure coopérative d'intérêt collectif au sein de la communauté WeShare. Mais c'est une structure à part entière, avec une marque à part entière, puisque ça s'appelle Resilience by WeShare. Et c'est une société qui fait du conseil pour accompagner la transformation des organisations. Super, merci beaucoup Martin. Et Skanda, j'enchaîne. Merci beaucoup Damien pour l'invitation. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire et bienvenue à ceux qui vont regarder en replay. Moi je m'appelle Skanda Hipour et je suis membre actif chez WeShare. On reviendra un peu sur la notion de membre actif. Et donc en fait chez WeShare, j'explore les sujets des communautés. Et notamment, ce qui m'intéresse, c'est les sujets d'engagement et les sujets de contribution, rétribution et d'animation. Et en plus de ça, j'explore aussi le sujet du numérique, notamment de sa place dans la société. Et en fait, ce sujet de communauté, je l'explore depuis quelques années. Et donc là, depuis maintenant un petit peu de temps, je donne en fait mon expertise, ou en fait je propose mon expertise à différentes organisations pour pouvoir structurer des groupes ou des réseaux en communauté. Voilà. Ok, merci. Merci encore à vous deux d'être présents aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter WeShare, s'il vous plaît? J'attaque Skanda et tu complètes ou... Allez, vas-y, attaque. WeShare, c'est un collectif qui est né en 2012. Je vais prendre le temps de faire le petit récit de comment est-ce qu'on s'est créé, mais à l'origine, c'est 3-4 cofondateurs qui se sont rejoints sur l'envie d'explorer ce qu'on appelait à l'époque la consommation collaborative. C'était le début de l'économie collaborative qui est devenue, malgré nous, on va dire, l'ubérisation de la société, si je le dis avec beaucoup de dépit, on va dire. Mais donc au départ, c'était la volonté de décrypter des nouvelles formes de consommation collaborative, et ça s'est passé autour de quelques personnes qui ont rejoint assez vite, et donc une première communauté à Paris assez vite. Par un tour de France où on a commencé à aller dans des tiers-lieux. Alors je dis on, mais je n'y étais pas à l'époque. Il y a quelques autres communautés françaises qui sont nées à ce moment-là. Puis après, ça a été quelques communautés en Europe. Et aujourd'hui, on est une trentaine de communautés dans une vingtaine de pays.
Alors, pour certaines extrêmement professionnelles, je pense qu'on aura le temps d'y revenir après. Pour d'autres, extrêmement bénévoles. Et puis, depuis le départ, bien évidemment, on a continué à parler de l'économie collaborative, mais on a exploré bien d'autres sujets depuis, en gardant le prisme du collaboratif et du numérique. On s'est intéressé au futur du travail, au futur des organisations, beaucoup à la question des territoires, des tiers-lieux sur les territoires, de la mobilité partagée, et énormément les questions du numérique, et notamment du numérique responsable. Voilà pour les sujets qui nous intéressent. Peut-être en 2 mots les métiers, c'est-à-dire on a à la fois on a une partie d'exploration intellectuelle, on va dire, avec une partie de rédaction d'articles, mais aussi d'études, une partie plutôt de production événementielle. Je pense que Skanda pourra en parler tout à l'heure, puisqu'on prépare encore des événements aujourd'hui. On en a fait des centaines depuis le début de WeShare. Et puis du conseil et de l'accompagnement par la force des choses, à force de parler de sujets assez avant-gardistes, un certain nombre d'entreprises, d'institutions sont venues nous voir pour nous demander de les accompagner. Ouais, je pense que j'ajouterai un petit quelque chose en plus de ce que dit Martin sur ce récit. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment un écosystème, un réseau d'experts et une organisation décentralisée. Et aussi un espace sécurisé pour favoriser notamment la prise d'initiatives entrepreneuriales. Et je pense qu'on ne peut pas présenter WeShare sans parler de son événement phare qui est le WeShare Fest, qui est un événement qui a été lancé en 2013 et qui rassemble un public varié. Et en fait, on parle de 1500 participants, entre autres des penseurs, des décideurs, des maires, mais aussi des artistes, des activistes. Donc, voilà, pour présenter WeShare. Ok, merci. Et alors, WeShare, c'est combien de membres, en fait, là, au total, du coup, que vous animez? Ouais. Alors en fait, on a des profils on a des profils assez variés qui peuvent être complémentaires. On peut avoir des facilitateurs, des designers ou des chercheurs par exemple. On compte à peu près 80 membres actifs dans plus d'un pays. Et donc Martin parlait de différentes communautés locales dans le monde entier et les principales se situent à Paris, à Lyon, Barcelone, à Rio et à Montréal. Voilà. Est-ce que je peux, Damien, peut-être un peu expliquer ce que c'est que cette notion de membre actif Oui, bien sûr. Connector. C'était ma question suivante, parce qu'on parle aussi des membres actifs. Martin est connector, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, si vous pouvez effectivement creuser un petit peu ces différentes typologies de membres au sein de WeShare, ça peut être très intéressant. Super, merci beaucoup Damien. Alors en fait, ces différents rôles qu'on a chez WeShare, en soi, c'est ressemble un peu à des cercles d'engagement. Donc en fait, c'est des cercles que l'on rejoint notamment quand tu as acquis une certaine expérience dans l'organisation. Tout d'abord, en fait, moi par exemple, j'ai commencé bénévole chez WeShare en étant bénévole à un WeShare Fest. Et ensuite, au vu de mes contributions à l'organisation, et aussi ma volonté de vouloir m'investir, je suis devenu membre actif chez WeShare. Et notamment, donc, ce statut de membre actif, il a cette particularité d'être un contributeur donc actif chez WeShare, notamment en termes de production, en termes d'événementiel et de pouvoir aussi supporter les communs. Ensuite, on a ce statut de connector qui est un statut un peu plus responsabilisant dans le sens où les connectors sont des membres chez WeShare qui prennent des décisions et qui sont aussi garants de la marque de WeShare. Et donc ce statut-là, c'est un statut qu'on acquiert notamment par l'aval de 3 connectors qui sont déjà chez Martin nous a quitté, chez WeShare. Et enfin, en fait, on a aussi ce cercle d'alumni qui sont des personnes qui sont sorties de la vie opérationnelle de WeShare, mais qui sont toujours là en tant qu'advisor. Peut-être que Martin, tu veux peut-être compléter. Peut-être, oui, juste pour compléter, en fait, je pense qu'il y a quelques différences en fait entre nos communautés. En France, on est dans une communauté qui est vraiment très professionnelle et donc la majorité de nos membres actifs sont des personnes qui vivent de leurs activités au sein de WeShare, soit de manière partielle, soit de manière complète. WeShare, du coup, c'est une communauté, mais c'est aussi une entreprise. Aujourd'hui, c'est une asso qui possède une SAS.
Donc, c'est un modèle un peu particulier, non capitalistique et on va dire vraiment partagé parce que tous les connecteurs sont administrateurs de l'association. Bref, c'est un modèle un peu original, mais bon. Mais du coup, on est des indépendants qui travaillons au sein de WeShare. Donc, voilà, l'immense majorité des membres actifs en France travaillent au sein de WeShare en tant qu'indépendants. Et dans d'autres communautés, notamment à l'international, on est dans des modèles parfois plus bénévoles. Et donc, il peut y avoir pas mal de personnes qui ont un boulot à côté, des engagements à côté, mais qui prennent du plaisir à s'engager au sein de WeShare pour organiser des événements, pour travailler sur des thématiques qui les font grandir individuellement, etc., quoi. Mais on retrouve toujours partout dans le monde cette notion de connector qui est très puissante et qui sont du coup les membres qui participent très activement à la gouvernance de WeShare au niveau national comme au niveau international. Aujourd'hui, je pense que c'est 70 à 80 connecteurs internationaux en tout et donc une vingtaine en France, avec ce statut particulier en France, puisque du coup, ils sont aussi administrateurs de l'association qui possède la SAS. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet par rapport à l'animation de communauté, et d'autant plus après en période de crise, est-ce que l'un de vous deux pourrait rappeler un petit peu quels sont les piliers pour créer et développer une communauté? Et après, ce que je vous propose, c'est qu'en partant de ces piliers-là, on les transpose un petit peu à période de crise, situation exceptionnelle, désociabilisation, entre guillemets, du fait de la distanciation sociale, mais malgré tout, avec les usages du numérique, on arrive à s'en sortir. Qu'on puisse transposer ça pour avoir des bonnes pratiques après dans les communautés. Super. Vas-y, commence, Martin. Ouais, je peux tenter de. Alors, en fait, quelques ingrédients clés pour faire communauté. Déjà, le fait d'avoir une raison d'être qui est forte et qui est partagée. Nous, cette raison d'être, on la cultive depuis 8 ans chez WeShare et cette raison d'être, elle a aussi été évolutive, hein. Donc, au départ, elle était très centrée sur cette idée de l'économie collaborative et d'aller explorer justement ces nouveaux modes de consommation collaboratifs et essayer de faire émerger une société justement qui était davantage collaborative, davantage équitable, avec davantage de justice. Aujourd'hui, elle a évolué un peu et notre motto, quelque part, c'est Exploring the Edges. Et donc, c'est cette idée d'aller explorer d'être aux marges de la société, d'aller explorer des comportements, des systèmes, des modes de fonctionnement, des innovations qui sont aujourd'hui peu connus du grand public et qui ont une capacité, selon nous, à nous faire changer de société. Et donc, nous, en fait, on ramène ces innovations à un public plus large. On essaie de connecter, en fait, des mondes qui sont des mondes plutôt grassroots, des mondes de l'innovation qui sont peu connus aujourd'hui, etc., à une société qui n'a pas cette connaissance aujourd'hui de ces nouveaux modes de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment ce qui nous attire, je pense, tout un chacun au sein de cette organisation qui est WeShare. Et vraiment cette envie, si je le mettais de manière un peu plus large, de décrypter la société et d'essayer justement de la faire évoluer à notre juste mesure, quoi. Donc cette raison d'être, elle est forte, même si elle est relativement informelle, hein, c'est-à-dire tout le monde ne se balade pas avec son petit mug avec marqué la raison d'être dessus, hein, mais elle est forte, elle est partagée et donc quelque part il y a un sentiment relativement partagé au sein de cette organisation. Donc parfois on peut faire le problème, c'est qu'on peut parfois trop se ressembler, mais en tout cas, voilà, elle est très forte et très partagée, cette raison d'être. L'autre chose, c'est qu'on a un certain nombre d'activités clés qui sont communautaires et qui nous permettent de créer de la participation et de l'engagement. Parmi ces activités, nous, avant tout, c'est déjà une production événementielle qui est forte. Donc, depuis le début de WeShare, c'est des centaines d'événements qui ont été organisés dans toutes nos communautés. Et ces événements, ils ont toujours eu vocation à la fois à faire participer les nouveaux membres. Donc, que ce soit Scanda ou moi, on est arrivé par des événements, en fait, à commencer à participer. Mais c'est aussi parce que ces événements, ils sont ouverts sur l'extérieur, ils sont ouverts au grand public, et donc ça donne l'opportunité à certains d'intégrer le collectif, et à ceux qui sont déjà dedans, au fur et à mesure, de prendre des responsabilités et de s'engager de plus en plus. Au début, je participe activement à l'organisation d'un événement jusqu'à devenir responsable d'un événement, puis demain peut-être organiser un WeShare Fest, qui sait. Et puis, pour continuer sur un des ingrédients clés, c'est cette idée de susciter de l'engagement progressif. Et ça passe chez nous par une gouvernance qui est extrêmement horizontale et distribuée. Et donc, on se dit souvent être une bossless organization. C'est cette idée si tu rentres dans WeShare, tu ne trouveras pas d'organigramme, il n'y a pas de grand chef chez nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hiérarchies
qui sont informels, mais il n'y a pas de structure hiérarchique formalisée chez nous. Chacun est en capacité, nous on appelle ça un modèle de duocratie, et on va donner du pouvoir à ceux qui font, donc on va énormément favoriser la prise d'initiative et donner des responsabilités à ceux qui ont envie de s'engager à un moment donné dans l'organisation. Et donc, moi, typiquement, je suis plutôt sur la pente descendante de ces responsabilités au sein de WeShare, alors que Skanda, il est en en train de prendre des responsabilités au sein de l'organisation. Je n'ai sans doute pas partagé tous les ingrédients clés, mais voici les quelques-uns. Et donc, pour nous, c'est cette forme d'engagement et cette responsabilisation de plus en plus et cette participation à la gouvernance, elle prend en effet forme dans le fait d'énergiser des rôles. Et en l'occurrence, le rôle le plus important au sein de WeShare, c'est le rôle de connector, qui est un rôle, on va dire, à forte responsabilité. Ok, donc pour résumer, la raison d'être, derrière cette raison d'être, l'engagement des membres de la communauté. Et le troisième point, pardon, que tu disais, qui était le deuxième. C'était des événements, mais c'était nos activités qui, de par nature, sont vraiment communautaires et permettent justement de faire communauté entre nous, mais aussi d'être ouverts sur le monde. Donc, l'événementiel, effectivement. Et donc, si on reprend ces trois points-là aujourd'hui pour le transposer, la raison d'être, il faut vraiment qu'elle soit forte pour réussir à maintenir le lien, du coup, même en période de crise ou en période de confinement. Parce que sans une raison d'être forte et une mission commune que tout le monde s'approprie, a priori, il est quand même difficile, du coup, de continuer à rester engagé. Et pour la partie événementielle, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place du coup au sein de WeShare pendant la première période de confinement et potentiellement qu'est-ce que vous en avez appris pour peut-être en faire encore mieux pendant cette nouvelle période? Juste avant de répondre à ta question, Damien, j'aimerais juste apporter aussi ma pierre à l'édifice sur les fondamentaux d'une communauté. C'est quelque chose aussi qui m'interroge. Je pense que ce serait assez prétentieux de dire qu'on a la recette magique et la potion magique pour créer des communautés. Mais on voit qu'il y a quand même trois dimensions qui ressortent, ce que disait Martin notamment sur l'identité d'une communauté. Ça, je reviendrai pas là-dessus parce que Martin l'a fait, mais aussi l'expérience des membres, notamment autour de rituels, de rôles, de règles, et notamment l'identité des membres et comment on imagine cette communauté, qu'elle soit fermée, semi-ouverte, ouverte. Et donc ça, c'est des ingrédients très importants de cette deuxième dimension. Et aussi, donc Martin aussi parlé sur l'organisation, notamment comment imaginer et comment structurer une communauté qui peut se pérenniser. Et donc Martin parlait de la gouvernance très distribuée et aussi les outils. Si je reviens à ta question notamment sur l'événementiel et comment on a pu mettre en place ça avec le confinement, là je vais te donner un exemple très récent. C'est-à-dire que, alors on n'est pas revenu un peu sur les rituels qu'on a chez WeShare, mais on a notamment des séminaires biannuels qu'on appelle les summits. Les summits de WeShare, donc des summits globaux internationaux qui rassemblent toute la communauté internationale, et des summits locaux. Et là récemment, en fait, on a dû adapter les summits local France à un summit en ligne. Donc ça, c'est par exemple une adaptation qu'on a fait avec le confinement et qui nous a demandé notamment de réfléchir à nos formats d'ateliers, à l'organisation de ces temps qui en général durent 3 jours. Mais bon, comme tu peux imaginer, 3 jours sur Zoom, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc du coup, on a dû remonter tout ça. Et en fait, on s'appuie aussi beaucoup sur nos outils de collaboration, de coopération, notamment pour prendre des décisions ou pour aussi faire de la coproduction ou par exemple financer des projets collaboratifs. Donc du coup, ça c'est un premier exemple. Un autre exemple aussi, c'est que pendant le premier confinement, en fait, on a créé ces espaces de confiance et d'échange entre les membres de WeShare pour pouvoir partager un peu leur expérience du confinement, notamment aussi partager leurs difficultés, que ce soit personnelles, économiques, financières, aussi partager un certain nombre d'articles, de ressources pour un peu décrypter tout ce qui se passait sur la crise sanitaire. Donc voilà, donc je pense qu'en fait, il y a vraiment deux piliers. Il y a le pilier organisationnel avec des outils et plutôt que le côté humain qu'on voit beaucoup. Et donc quand je parle plutôt du côté humain, c'est comment maintenir ces relations entre les membres, parce que l'ingrédient magique, et en fait, c'est vraiment de tisser des liens
entre les membres. Et donc ça passe justement par avoir ces espaces d'échange, garder nos rituels qui sont nos réunions d'équipe du vendredi qui sont ouvertes notamment à des personnes qui sont intéressées par WeShare. Ça peut être aussi nos réunions qui sont plus tournées vers le côté commercial le lundi. Voilà. Ok. Et alors, du coup, pendant ces périodes de confinement, et qu'on pourrait même élargir au problème de période de crise, comment un community builder peut facilement, enfin plus ou moins facilement, identifier ceux qui auraient le plus besoin d'aide? Comment faire en sorte justement de rester en contact? Parce que parfois, quand on a 150, 200, 500, 1000 membres, réussir à garder le lien et à identifier justement ceux qui ont le plus besoin d'aide, qui seraient un peu repliés sur eux-mêmes et qui du coup se rapprocheraient pas forcément facilement du community builder, du connecteur, versus ceux qui sont ultra activistes et qui sont vraiment engagés. Et eux, on sait qu'il n'y a pas de problème. S'il y a un souci, ils le remonteront. Ouais, bah vas-y Martin, peut-être que tu veux y aller. Non, vas-y, commence. Ouais, je peux y aller. En fait, c'est intéressant ce que tu mets en avant parce que en fait chez WeShare on est quand même réunis et ce qui nous rassemble aussi c'est quand même 5 valeurs dont notamment la bienveillance. Euh, et en fait quand je parle de bienveillance, on a chacun notre définition de ça. Et autour de cette bienveillance-là, ce qu'on met en place, c'est notamment comme je te parlais tout à l'heure de ces espaces d'échange et de discussion. Donc, de pouvoir ouvrir ces espaces, d'ouvrir des temps pour que les personnes puissent échanger sans avoir ces pressions de productivité qui sont nécessaires à la vie économique de chacun. Et en fait, on a aussi des outils de communication. On utilise la messagerie Telegram. Et en fait, on a un certain nombre de canaux de communication. D'ailleurs, je trouve peut-être trop de messages, je dirais. Mais voilà, ça nous permet aussi de garder le lien et aussi de donner des nouvelles. Et en fait, l'autre point aussi qui est important, c'est que dans notre gouvernance, en fait, on se base un peu sur l'holacratie. Et en fait, on a notamment un groupe qui s'assure de la vie de la communauté. Et notamment de savoir un peu récemment, est-ce qu'on a eu des nouvelles de telle ou telle personne? Oui, j'ai eu des nouvelles via tel canal, je l'ai appelé, etc. Donc voilà, il y a vraiment c'est en fait ce groupe-là prend du sens. Une sous-communauté de community builder dans l'organisation. Ouais, c'est ça. Alors, je dirais pas forcément que c'est des community builders au sens où on l'entend, mais oui, c'est vrai. C'est des groupes de travail voilà, qui parlent de ça. Juste pour compléter, je pense que l'une des autres valeurs de WeShare, c'est le care, donc qu'on pourrait traduire le prendre soin en français. Mais en fait, c'est moins du coup des outils, si tu veux, pour être attentif à tout un chacun, que finalement des rituels qui sont profondément mis en place au sein de WeShare et on va dire une culture de l'attention à l'autre qui est forte. Et donc, en fait, si tu veux, la crise, elle nous a fait mal comme à n'importe quelle organisation, mais en même temps, cette culture était déjà existante. Donc, tu vois, je te donne deux exemples concrets. Le premier, c'est qu'on commence jamais une réunion sans faire un tour de météo. Et dans notre tour de météo, si tu veux, c'est un tour de météo qui est sincère. C'est-à-dire les gens ont vraiment la capacité, en toute authenticité, de dire comment est-ce qu'ils se sentent. Et donc, pour certains, de dire combien c'est compliqué cette période. Et rien que le fait de faire ça, ça permet si tu veux, d'avoir des alertes et puis de pouvoir revenir vers lui après. Mais cette culture, elle est aussi au quotidien, c'est-à-dire en fait finalement, tu vois, nos temps tous ensemble communautaires, ils sont pas non plus, tu vois, on n'en a pas tous les 2 matins, quoi. Donc c'est aussi tout un chacun dans son rôle, si tu veux, soit d'animation de communauté, soit de chef de projet, de membre, etc. On va dire une forme d'attention lorsqu'on fait des rencontres, etc. Enfin, ou lorsqu'on est ensemble avec quelqu'un de la communauté, et tout le temps être attentif, si tu veux, à savoir comment ça va toi, etc. Et donc je pense on a eu plutôt de la chance d'être dans une période où, même si on a été touché économiquement, WeShare n'a pas été dans des difficultés financières que d'autres acteurs économiques pouvaient connaître, mais on a quand même été attentif, si tu veux, à savoir si tout un chacun répondait à ses besoins primaires, parce que globalement, une communauté, c'est répondre à une mission collective, mais c'est aussi chacun qui vient nourrir des besoins individuels. Et certains sont redescendus très bas dans la pyramide des besoins, et donc voilà, il faut être aussi attentif à ça, parce que y a des gens qui potentiellement peuvent connaître des difficultés même financières ou des difficultés tout simplement de sécurité en fait. Donc il faut être attentif à ça.
Et alors, on a beaucoup parlé là, depuis le début de ce webinaire justement des rituels. Quels sont, vous, typiquement les rituels qui font un peu les fondements du coup de l'animation de la communauté WeShare? Ou alors même parmi les bonnes pratiques que vous avez pu déjà entendre à droite à gauche qui fonctionnent bien et notamment en plus dans des périodes comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Écoute, en fait, ouais, donc comme je te disais tout à l'heure, je pense que les rituels, c'est vraiment un des piliers fondamentaux de l'expérience qu'on peut avoir dans une communauté. Donc en fait, chez WeShare, on a alors à plus haut niveau, donc ces rencontres biannuelles, donc ces summits, les WeShare Summits, qui sont globaux et locaux, et qui nous permettent justement de renforcer les liens entre les membres. Et là récemment, en fait, on a fait une sorte de retraite summit où c'est tous retrouvés dans un écolieu dans la Drôme pour pouvoir partager plus que des conversations stratégiques de WeShare, mais partager par exemple nos questionnements sur l'équilibre entre le travail personnel, le travail professionnel, la légitimité dans notre organisation. Un peu plus hebdomadaire, on a nos réunions d'équipe du vendredi qui sont ouvertes, donc je le disais tout à l'heure, à toutes les personnes qui sont intéressées par l'organisation WeShare et qui est un peu aussi une manière informelle euh, de, euh, de, 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 de recruter des gens ou sinon de pouvoir aussi prendre des coups parce que on sait que prendre des coups c'est vraiment la meilleure manière de créer des liens. On a aussi d'autres rituels, notamment pour les nouveaux membres, sur dans l'embarquement, de l'onboarding, euh, qui permettent à des gens de pouvoir comprendre comment l'organisation fonctionne. Et récemment, on a aussi mis en place un autre mécanisme qui s'appelle les WeShare Journey, qui sont un peu des moments où on prend le temps de discuter avec une personne pour un peu comprendre son parcours, son expérience, comment elle a pu arriver dans l'organisation. Donc voilà, donc du coup, c'est ces rituels-là qu'on a mis en place. Euh, voilà, il y en a. Je peux en rajouter quelques-uns parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein de pratiques en fait qu'on n'a pas du tout formalisées, mais tu vois que donc en t'entendant parler, il y en a d'autres qui me viennent. C'est Bien sûr. enfin, bien évidemment, il y a le tutoiement de base, mais c'est aussi hallucinant parce que pour avoir fait quelques summits internationaux, en fait, tu te retrouves avec des personnes qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, avec des cultures parfois très différentes, et finalement, tu te retrouves, si tu veux, sur un événement à très facilement connecter avec les gens parce que tu as comme des rituels communs. Donc, tu vois, avoir un cercle d'ouverture et un cercle de fermeture à chacune des réunions physiques qu'on a, c'est quelque chose de tellement bien ancré dans notre communauté que tu vois, tout le monde s'y retrouve très facilement en fait dans ces modèles-là. Donc ça, c'était aussi un exemple, mais peut-être pour des rituels qui sont bien ancrés aussi. Euh, Scandale disait tout à l'heure, il y a le fait de devenir connector, qui est un Mhm. rituel qui est quand même bien fait parce que en fait, donc pour devenir connector, il faut avoir la cooptation de trois autres connectors, de trois connecteurs existants, plus faire une lettre et une vidéo. Et ensuite, les personnes qui accueillent le nouveau connecteur, si tu veux, le présentent à la communauté des connecteurs existants, mettent sa vidéo en ligne dans un groupe qui est partagé, l'accueil sur les nouveaux outils, les nouveaux cercles de discussion réservés aux connecteurs. Et il y a quelque part une forme de ritualisation de ce passage-là. Alors, à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas le Covid, en fait, il ne faut pas s'imaginer que les gens marchent sur des braises et que, tu vois, on est dans des rituels de dingue. Mais il y avait cette idée de on lève tous notre verre, on accueille les nouveaux connecteurs, tu vois, pour quelque part créer un sentiment de fierté et d'appartenance, et puis aussi donner envie à tous ceux qui ne sont pas aujourd'hui connecteurs de le devenir, quoi. Et on a transposé un peu ce rituel-là pour ceux qui ne sont plus connecteurs, dont d'ailleurs je vais faire partie, et qui deviennent alumni, pour, si tu veux, aussi quelque part apporter de la reconnaissance euh, et aussi une forme ouais, de sentiment d'appartenance à ces personnes, même si tu deviens alumni demain, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure ouais, de l'accueil des connecteurs. Euh, donc comme je te disais, Damien, on a fait donc cette première journée de summit en ligne où on faisait une célébration des nouveaux membres. Alors c'est possible de célébrer des membres par Zoom tout en étant très convivial. Voilà. Et alors justement, ça va être ma question suivante. On sait bien souvent, et beaucoup de community builders le disent dans leurs témoignages, les moments de convivialité, la convivialité, l'échange autour d'une bonne bière, un bon verre, pour créer des liens, pour fédérer, surtout quand on est en train de lancer sa communauté pour la développer, ça permet de créer des fondements et un socle solide à sa communauté. Comment faire aujourd'hui?
Ouais, je pense qu'il y a plusieurs. Dans un mois ou deux et on reprendra après. Non, non, mais je pense qu'il y a plusieurs réponses et aussi l'intérêt de cette forme d'organisation qu'est la communauté, c'est de pouvoir évoluer, au cours comment dire, des situations. Et donc, en fait, la convivialité, comme elle arrive, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile de prendre des verres entre membres ou de partager des repas, etc. Mais en fait, on garde ces moments de convivialité dans ces moments d'échange qu'on a et ces rituels. Donc, je te parlais tout à l'heure des summits, des réunions d'équipe, etc. Mais c'est aussi des moments enfin, les moments de convivialité arrivent aussi pendant euh, des coups de fil qu'on peut se passer entre les membres, savoir un peu comment les gens vont. Euh, et voilà, donc c'est finalement revenir un peu au fondement de ce qu'est une communauté et de pouvoir retisser ces liens. Et cette convivialité se crée un peu là-dessus, en disant aussi bah, comment tu vas, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour le confinement, est-ce que tu as besoin de quelque chose, etc. Peut-être juste pour prolonger, on n'a pas été des grands fans, il me semble, de Skype apéro, ou tu vois, d'essayer de faire des purs moments informels sur Zoom. Enfin, je crois que c'était pas trop dans notre culture, mais on a plutôt essayé, il me semble, de multiplier les échanges à quelques-uns, où en fait tu peux avoir de l'informel, tu vois, même avec de la vidéo. Quand tu es 2-3, c'est plus facile que quand tu es 10, 15, 20, 30, quoi. Et après, à côté de ça, on a continué quand même à faire des événements. Donc, en fait, des événements certes en ligne, mais ça reste des événements qui te permettent de t'ouvrir sur la communauté, d'avoir des temps, en fait, où, tu vois, on invite des personnes, on fait des tables rondes, on fait des conférences, etc. Donc, ça reste des activités communautaires. Alors, ça crée pas de l'informel, mais ça garde ta communauté active et ça me semble important, tu vois. Et c'est complètement facile à faire en temps de Covid, quand même. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est pour essayer de garder cette convivialité, c'est peut-être de réduire des événements qu'on avait un peu plus importants de convivialité où on rassemblait beaucoup de monde, de les transformer comme des micro-événements où on est 5, 10 max à pouvoir échanger en visio, du coup. Ouais, c'est. Vas-y, Martin, si tu veux aller. Non, non, Pour faire vas-y. la création Ouais, de confiance, l'échange un peu exclusif qu'on peut avoir de façon individuelle avec un tout petit groupe. ouais, bien sûr, ouais, je pense que c'est un bon ingrédient bah, notamment là, on a fait notre premier événement qui est un peu un événement de pré-WeShare Fest. Donc, je parlais tout à l'heure de cet événement qui est un peu l'événement drapeau de WeShare, qui s'appelait Intervalle 1, et qui parlait notamment du temps et du travail. Et donc là, on était une trentaine, où en fait, on permettait dans cet événement-là de travailler par exemple en sous-groupe. Donc, ce qui permettait de favoriser des échanges, de favoriser cette informalité, notamment de mise en relation de personnes. Mais voilà, changeons un peu le point de Martin là-dessus. Euh, et c'est et je pense que en fait, je pense à autre chose, notamment au côté informel. Je facilite pas mal d'ateliers. Et par exemple, ce qui me vient aussi à l'idée, c'est que quand on est sur Zoom ou quand on est sur un outil de visioconférence, c'est beaucoup plus difficile de couper la parole à quelqu'un, quoi. Il y a vraiment donc il y a tous ces petits ingrédients qui sont pas forcément visibles quand on est en présentiel et qui permettent aussi de mettre en avant des valeurs qu'on partage chez Bouchard. Ouais, si je peux juste faire un petit aparté sur les outils, en fait, Mhm. nous, on a toujours, chez WeShare, eu des outils qui sont extrêmement informels. C'est-à-dire, on est né avec, tu vois, des groupes Facebook et depuis quelques années, en fait, on a Telegram. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent de WhatsApp, mais c'est russe, c'est crypté, quoi. Mais Telegram, c'est contrairement à certaines communautés qui peuvent avoir des Slack ou des Teams ou des trucs dans le genre, qui, à mon avis, sont un poil plus formels et plus de l'ordre avec plus de capacité on va dire à travailler sur des outils comme ça. Nous, on a un outil, on bosse énormément avec Telegram. Et Telegram, du coup, on a différents cercles dedans. Et en fait, c'est très, très informel. C'est-à-dire que c'est assez facile de mettre un message, tiens, j'ai lu cet article, lisez-le, c'est super intéressant, ou qu'est-ce que vous pensez de ci ou de ça. Et donc, en fait, pendant la journée, alors c'est un peu la problématique que soulignait Skanda, et il peut y avoir des dizaines et des dizaines de messages par jour, enfin même des centaines, mais c'est très informel. Donc, en fait, il se passe des tonnes de choses sur ces outils-là. Alors, c'est pas de la qualité de boire une bière avec quelqu'un, mais c'est quand même très riche. Et donc, la communauté, elle vit en permanence, quoi.
Et là, de la voir vivre aussi vibrante en fait tous les jours, c'est quand même vachement agréable. Ok. Et du coup, par rapport à cette animation de communauté, vous, du coup, cette convivialité, aujourd'hui, vous la retranscrivez comment? Enfin, est-ce que vous continuez à le faire en micro-événement ou est-ce que vous avez trouvé un peu des bonnes pratiques d'innovation? Est-ce que vous testez des choses que vous pourriez partager en bonnes pratiques ou mauvaises pratiques peut-être? Je pense que là-dessus, je pense que je peux mettre un peu ma casquette de facilitateur parce que je pense que les moments, on peut tous se retrouver, c'est des moments de visio, d'appels téléphoniques, etc. Et je pense que cette convivialité, on peut la maintenir euh, lors de réunions, lors d'événements, lorsqu'en fait on crée correctement le cadre pour qu'elle puisse intervenir. Je pense notamment, comme je te disais tout à l'heure, à du travail en sous-groupe, des formats un peu qui permettent de redonner un peu d'énergie aux participants. Voilà un peu là-dessus, quoi. J'appuierai plus sur ces leviers-là en tout cas. Je pense qu'un peu aussi sur ces mauvaises pratiques de vouloir être tous ensemble, faire tout ça, d'avoir des visios qui durent des heures et des heures, etc. Pour garder le lien, je pense que c'est vraiment un leurre, quoi. Pour compléter, je pense qu'il y a aussi pas de recul à prendre, c'est-à-dire que nous, on n'est pas une communauté qui débute, c'est-à-dire en fait, ça fait 8 ans qu'on est créé. En fait, il y a beaucoup de membres qui sont là depuis plusieurs mois, mais surtout plusieurs années. Donc en fait, on est quand même dans une phase, on est quand même dans une phase de structuration et en fait, tu vois, il n'y a pas ce besoin de ramener des gens systématiquement dedans. En fait, les gens sont là, sont extrêmement engagés. La majorité des membres à WeShare en France, c'est leur taf et tu vois, ils passent 80% ou 100% de leur temps au sein de WeShare. Donc en fait, on est moins dans cette problématique de réussir à garder des gens actifs dans une communauté, mais on est plutôt dans une problématique de comment est-ce que on continue à avoir une gouvernance qui fonctionne, qui est opérante, alors qu'on est dans un temps de crise. Et là-dessus, je pense qu'on a quand même une certaine habitude. Alors non pas qu'on se soit tapé beaucoup de crises auparavant, même s'il y en a eu, mais c'est plutôt que ça fait déjà longtemps qu'en fait on s'est construit de manière distribuée. Et donc depuis les débuts, je le disais, c'est-à-dire qu'on a une communauté à Paris, puis plusieurs en France, puis plusieurs en Europe, et assez vite, puis plusieurs dans le monde. Et en fait, on a dû assez vite structurer nos prises de décision, notre gouvernance autour d'outils qui nous permettaient de prendre des décisions de manière asynchrone, de gérer nos budgets de manière asynchrone, etc. Et à ce titre, c'est toujours intéressant de le citer, mais par exemple, nous, comme dans pas mal de communautés, on prend des décisions par consentement. Alors, je réexplique peut-être pas ce que c'est. Enfin, je sais pas si c'est. Enfin, n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a dessus. Mais donc, on prend nos décisions par consentement et donc non pas par consensus. Et on le fait sur un outil qui s'appelle Loomio et qui est un outil de prise de décision asynchrone. Donc là, typiquement, voilà, on a des outils qui nous permettent de continuer à prendre des décisions, de continuer à avancer. Euh, Même en temps de crise. Et puis, pour citer un autre outil qu'on utilise parfois, mais là, je vois qu'on le réutilise en ce moment, il y a CoBudget, qui est une forme de crowdfunding interne au sein de la communauté. Et ben, c'est aussi un outil quelque part de budgétisation collaborative. Là, typiquement, on utilise cet outil-là. Et donc, le WeShareFest, par exemple, a demandé à faire financer une partie des frais de l'équipe pour créer le WeShareFest. Et donc là, en ce moment, il y a une mobilisation en interne pour trouver de l'argent pour lancer le WeShareFest. Donc pareil, tu vois, ces outils-là, ils existaient déjà avant, heureusement. Pour ceux qui ont des communautés qui commencent à grandir, à se structurer, ça peut être des outils qui sont intéressants à mettre en œuvre aujourd'hui du fait de la crise. Nous, par chance, on l'avait déjà, quoi. Alors, aux participants qui nous suivent depuis le début de ce webinaire, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais vous avez un outil de chat pour poser des questions qui est sur la droite de votre écran. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à poser à nos invités du jour. Ne vous faites pas prier. Petite question, tu nous disais tout à l'heure effectivement qu'il y avait la mission collective, du coup, derrière laquelle l'ensemble des membres se rassemblent pour faire communauté. Et par rapport aux besoins spécifiques individuels, est-ce que tu peux creuser un petit peu plus cet aspect qui permet de développer l'engagement individuel des membres dans une communauté sur l'aspect vraiment besoin spécifique? Et vous, du coup, par rapport à WeShare, quel est le besoin spécifique de chaque individu? Alors, je commence, Kanda, tu complètes.
Mais la question est horriblement dure. Non, je pense qu'il y a une diversité de besoins, en fait. Avant tout, c'est un espace, WeShare, c'est une communauté très intellectuelle. Ça peut faire pompeux de dire ça, mais il y a une vraie. Très souvent, les gens viennent parce que ils veulent venir découvrir de nouveaux sujets, appréhender des sujets d'une nouvelle manière. Et c'est pas pour rien que, tu vois, notre motto, c'est Exploring the Edges. Il y a cette envie-là. Donc, à mon avis, il y a déjà un développement de connaissances qui est un besoin un peu fondamental, à mon avis, très partagé. Et aussi un besoin, si tu veux, d'avoir un regard, un esprit critique sur la société, sur les innovations. Tu vois, on est très peu technosolutionnistes. Enfin, tu vois, voilà, on n'est pas contre la techno, mais je veux dire, je dis ça sur un Livestorm webinar, tu vois. Bon, en tout cas, tu vois, on remet le numérique à sa juste place, on va dire. Donc, et donc, tu vois, il y a toujours ce besoin d'interroger, mais même sur le confinement, c'est peut-être des gros, mais on a eu des débats, si tu veux, de dingue sur alors comme dans plein de communautés certainement, hein, mais sur Raoult, sur les vaccins, sur la politique du confinement, etc. Alors, sans porter ici des propos politiques, il y a toujours ce besoin, si tu veux, d'aller décrypter ce qui se passe dans nos sociétés à l'aide, si tu veux, de ressources pédagogiques, de philosophes, d'articles, etc. Et ça se ressent énormément. Si vous avez l'occasion d'aller sur notre site weshare.net, vous trouvez un magazine qui est fourni avec des interviews de dingue. C'est vraiment, je pense, un besoin assez partagé. Et après, il y a des gens qui viennent aussi parce qu'ils ont besoin de développer des compétences sur de nouveaux métiers, sur de la facilitation, etc. Mais il y en a aussi qui viennent avec un besoin financier et donc en fait de développer leur activité au sein de WeShare. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont besoin d'entreprendre. Moi, ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'ai trouvé un espace de sécurité psychologique, affective, mais aussi financière au sein de WeShare qui m'a permis d'entreprendre et de créer Résilience by WeShare. Et voilà, tout le monde n'a pas ce besoin-là, mais en tout cas, c'était le mien et WeShare m'a permis de faire ça. Je ne sais pas, est-ce que j'oublie des besoins, peut-être Scanda, mais. Non, mais je pense que je pense que tu cites les principaux besoins. Je pense que je vais abonder dans le sens de Martin parce que en fait, je dirais que WeShare, en fait, c'est plutôt une expérience unique et personnelle, que ce soit d'un point de vue économique ou de son développement aussi, parce que moi, je pense que pour ma part, en fait, j'ai rejoint cette communauté pour partager un projet commun avec des membres et retrouver un peu ce sentiment d'appartenance à une structure qui est finalement en fait construite par ses membres. Et je me retrouve un peu dans ces valeurs-là. Et c'est vrai que c'est très difficile comment dire, de verbaliser cette expérience qu'on peut avoir chez WeShare parce elle est assez extraordinaire. C'est quand même un endroit avec qui on peut parler de sujets qui peuvent être sensibles, tabous. Je me souviens là de peut-être il y a quelques semaines, quelques mois, où on avait fait un fishbowl qui est un type de format en ligne où on parlait des questions de la domination des inégalités. Ou, comme je le citais tout à l'heure, le pré-événement du WeShare Fest qui était l'intervalle 1, le temps de travail, est-ce qu'il a-t-il fait son temps? Donc voilà, du coup, je pense que c'est vraiment des besoins personnels qu'on retrouve chez WeShare. Question que je vous ai posée en fait depuis le début aussi de ce webinaire. Quel est le modèle économique en fait de WeShare aujourd'hui? Est-ce qu'on rejoint WeShare et c'est simplement l'implication de chacun et il n'y a pas de modèle éco? Est-ce qu'il faut adhérer? Est-ce qu'il y a des partenaires? Chacun fait ce qu'il peut. Comment vous fonctionnez? Bah, je peux commencer, Martin, et tu complètes. On prend une patate au jeu à chaque fois. Martin, t'as pris la question des besoins, je prends le modèle économique. Non, bah écoute, le modèle économique WeShare, c'est un peu une création originale, un peu hybride. En fait, l'idée, c'est de pouvoir pérenniser et financer un peu nos activités d'intérêt général. Mais si on parle vraiment plutôt de la structure, WeShare, c'est une association et aussi une entreprise, une SAS qui est détenue à 100% par l'organisation. Et en fait, je dirais qu'en fait, la première source de financement qu'on a chez WeShare, c'est un peu les contributions de chacun en soi. C'est-à-dire que ce soit qu'il s'agit d'écrire un article, de pouvoir organiser des rencontres ou faire des relations entre deux personnes. Finalement, ça, c'est déjà des contributions.
Ensuite, on a aussi des missions rémunérées qui vont être pardon, excusez-moi, au profit de certaines organisations, des collectivités territoriales, voilà. Et donc en fait, l'idée c'est de pouvoir réinvestir tous ces bénéfices dans l'organisation pour avoir une organisation qui soit pérenne, notamment sur des fonctions support qui soient juridiques, techniques, administratives. Et les membres du coup, sont tous bénévoles au sein Alors, de la communauté, est-ce qu'ils doivent adhérer? en fait, plutôt pour les membres, alors WeShare, c'est un collectif d'indépendants. Donc, il y a une majorité d'indépendants, c'est un peu des déçus du salariat, si on va dire comme ça. Il y a quelques salariés chez WeShare aussi, qui sont présents, notamment, comme je te disais, des fonctions support d'administration ou, par exemple, des membres qui peuvent financer leur salaire. Alors après, l'idée de ne pas avoir de salariat, l'idée de ne pas avoir plus de salariés, ça ne vient pas du tout avec cette idée que on est contre. Mais comme je disais tout à l'heure, voilà, les personnes chez WeShare ont des modèles économiques qui peuvent totalement dépendre de WeShare ou aussi dépendre de d'autres activités. Donc, ouais, vas-y. Je peux juste prolonger. Alors, il y a zéro membership chez WeShare, c'est-à-dire personne, il n'y a pas de coût pour adhérer, si tu veux, à l'association. C'est complètement gratuit. Alors, pendant un moment, on avait parlé de ça, mais ça ne s'est jamais mis en place. Mais c'était dans nos discussions à un moment, tu vois. Aujourd'hui, il y a l'immense majorité du chiffre d'affaires de WeShare. En France, ça tourne à peu près à 1,5 million. C'est de la vente de prestations, de conseils, d'accompagnement, d'événementiel. Là-dedans, en fait, il y a quand même une grosse partie de ça qui est de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, en fait, typiquement le WeShare Fest, bah, on n'a pas de commanditaire pour le faire. On monte notre événement, on va chercher des partenaires. Donc là-dedans, il y a quand même des partenaires qui nous soutiennent, mais ils nous soutiennent pour des événements. Ils ne nous soutiennent pas dans l'absolu, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a plus un acteur économique. Alors, on a eu Maïf pendant des années. Je le cite ici, c'est pas pour leur faire de la pub, mais Maïf, je pense qu'on n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu Maïf avec nous. Maïf qui nous a fortement aidé pendant des années, mais aujourd'hui voilà, lorsqu'il nous aide, c'est sur des événements, c'est sur des projets à part entière, quoi. Donc il y a une dimension entrepreneuriale là-dedans, et puis après il y a une dimension de conseil, d'accompagnement où là on répond à soit à des appels d'offres, soit on trouve des affaires entre nous, etc. Et en fait, vu qu'on est tous indépendants là-dedans, je le dis en toute transparence, en fait, notre modèle c'est de remettre à chaque fois 20% dans WeShare. Donc 20% de ce qui est gagné sur le contrat va au sein de WeShare à couvrir les frais de structure, mais aussi à nous donner la capacité d'avoir une gouvernance qui est efficace, qui est solide, etc. Les 80 autres pourcents étant partagés entre les différents contributeurs qui font la mission. Et ça, c'est une règle relativement stable, immuable, etc., quoi. Et qui permet de nous donner la capacité en fait, d'avoir une communauté qui est efficace, qui est riche. Et pour autant, et je pense que c'est très bien de la part de Scorna de le souligner, il y a quand même de la contribution individuelle qui est extrêmement forte. Donc finalement, chacun participe très activement et c'est aussi ça qui fait que la communauté est vibrante, etc. Donc en fait, notre temps, j'aime pas dire bénévole, mais notre temps contributif, il est phénoménal, il est énorme en fait dans la communauté. Donc il y a énormément de fonctions support que des entreprises classiques devraient avoir et donc payer des gens pour le faire. Nous, en fait, c'est de notre engagement, de notre contribution à la communauté qu'on assume ces rôles-là, quoi. Ok, intéressant, merci. Dernière question pour revenir vraiment au métier de community builder. Pour vous, qu'est-ce qui fait vraiment les qualités fondamentales d'un community builder? Bah, ouais, j'y vais, Martin. Ouais, ok. Je pense il existe plusieurs définitions, mais en tout cas, moi, comment je conçois ce métier-là, c'est plutôt, sa principale mission, c'est de pouvoir fédérer, hein, guider et aussi aider les membres à s'emparer de leur communauté. Et, euh, et donc, je dirais qu'en fait, son rôle, c'est d'être très présent dans un premier temps pour pouvoir justement structurer ces communautés, susciter de l'intérêt, notamment autour de l'identité, de la mission et des valeurs, et ensuite de pouvoir petit à petit euh, permettre à ces membres-là de s'emparer d'une petite tâche, d'une autre, de mettre en avant un certain nombre de membres qui ont envie qui ont envie de s'engager. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose que j'observe et qui est aussi un peu difficile, c'est cette notion de leadership qu'on entend pour les community builders, parce que justement, quand on veut façonner une communauté, on doit pouvoir amener des gens, les transporter, et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être difficile
à transférer vers d'autres membres, parce que c'est quelque chose qui est lié à des valeurs intrinsèques de chacun, à son comportement. Donc voilà, donc, du coup, je verrai un peu ce rôle-là de cette manière-là. Et pour prolonger, moi, déjà, on ne se reconnaît pas en tant que community builder, hein, tu vois, au sein de WeShare. On se nomme plutôt des connecteurs. Et même au sein des connecteurs, je pense qu'il y en a qui font de l'animation de communauté et d'autres pas forcément. Mais si on a choisi le terme connecteur, c'est pas pour rien. Alors, ça va rejoindre un peu super connecteur, hein, mais c'est nous, d'ailleurs, dans la définition de qu'est-ce qu'est un connecteur, en fait, il y a cette idée de mettre en relation, connecter des idées, des organisations, des projets, des personnes entre elles. Et en fait, c'est pas juste connecter des personnes au sein d'une organisation communautaire, mais c'est aussi faire le lien en permanence entre les projets. C'est-à-dire que tu vois, on est à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on est une communauté de communautés, il y a une communauté internationale, il y a des communautés nationales et puis il y a des communautés locales. Et donc, il faut tout le temps, si tu veux, faire des allers-retours et donc mettre les personnes en relation, les projets ensemble, etc. Donc, il y a vraiment ce boulot de connexion qui est phénoménal. Et l'autre chose, je trouve, pour devenir un bon community builder, mais aussi passer à l'échelle quand on est une communauté, c'est en fait le fait de se décentrer au fur et à mesure, en fait, d'accepter qu'il ne faut pas être central pour que la communauté vive bien. Et donc, en fait, c'est aussi un travail personnel sur soi-même, mais de réussir finalement à faire en sorte que les gens se connectent entre eux et qu'au fur et à mesure, ils aient moins besoin de nous. Et donc, systématiquement, nous, on a toujours, je pense, été attentifs à ça. Lorsqu'on fait quelque chose, par exemple, lorsqu'on organise un WeShare Fest, bah, de toujours faire en sorte qu'il y en ait d'autres derrière qui prennent les rênes pour pouvoir faire un WeShare Fest l'année suivante. Alors, parfois, ça a foiré. Vous verrez qu'il y a un petit trou dans le WeShare Fest. Mais globalement, on a toujours eu à cœur de faire ça. Et ça, c'est vraiment, je pense, une disposition d'esprit, mais aussi un système qui permet ça, avec des formes de leadership distribuées. On est extrêmement attentif à avoir des formes organisationnelles qui favorisent le fait de faire émaner d'autres leaderships et puis d'autres personnes qui ont vécu leur temps au sein de WeShare et puis se décentrent un peu. Voilà. Okay. Merci. Merci beaucoup Martin, merci beaucoup Skanda pour ce passionnant Community Talk autour de l'animation de communauté avec une vision un petit peu plus large et un peu moins opérationnelle, un peu plus dans la perspective de comment globalement animer une communauté avec les bons principes et les bonnes pratiques. C'est super intéressant. Merci à vous deux, c'était super. Vous pourrez toutes et tous retrouver ce Community Talk dans quelques jours en replay directement sur notre chaîne YouTube ou sur notre site web. Je vous invite d'ores et déjà, si vous le souhaitez, à vous inscrire au prochain Community Talk qui auront lieu la semaine prochaine, notamment avec le Lab RH, avec Alexandre Stourbe, le directeur général de cette très belle communauté autour de l'innovation RH qui est sur Paris, et Rhizome, qui est l'accélérateur incubateur spécialisé aussi RH et nouvelles organisations du travail, en lien avec l'incubateur Paris & Co, qui est l'incubateur de référence à Paris. Ces deux community talks auront lieu mardi et jeudi de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Skanda et Martin, merci encore à vous deux. Merci à toi. Merci à toi de l'invitation, c'était chouette. Merci. Et puis, à très bientôt pour les prochains community talks. Et bonne route à WeShare, Martin. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À très bientôt.